Donc, simplement le nom, parce que je vois colonel Oumar Sano. Est-ce que vous êtes venu, hein? Vous êtes venu. Est-ce que vous êtes prêt à être entendu? Oui. Parce que vous êtes là. Oui. Malgré tout ça, est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, je suis à votre disposition. Ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps. Il est à la retraite. Et c'est bien lui qui est à la barre de votre tribunal parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc il s'agit bien de la même personne. Merci, Monsieur le Président. On vous redemande encore, Monsieur Sano, est-ce que vous êtes disposé à être entendu? Oui. Maintenant? Oui. Je pense que les micros ne fonctionnent pas encore. Conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale, le tribunal ne trouve aucun empêchement à faire prêter M. Oumar Sano du serment du témoin. Donc sur ce, M. Sano, vous allez prêter serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz « je le jure ». Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage à la barre de ce tribunal est un délit qui est prévu et puni par la loi guinéenne. Donc sur ce, vous ne direz ici que toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Sano, alors dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. En tant que chef d'état-major général des forces armées, au moment des faits, je était à l'état-major général où je commandais les troupes, c'est-à-dire l'armée en général. Mais laissez-moi vous parler des faits avant le 28 septembre. Parce que il y a des points qui ont été soulevés ici, mais concernant, j'ai suivi à la télé, concernant l'ordre donné aux militaires pour s'abstenir de sortir le jour des événements. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. Chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau au camp Samori, je venais à la présidence au camp Alpha
pour rendre compte au ministre de la Défense. Je le ferai tous les jours. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc, je le rejoins dans le bureau du président. Je l'ai trouvé en train de parler avec le président. Dès que j'ai pris place, Monsieur le Président a dit, il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire. Je ne veux voir aucun militaire si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires guinéens. Il a dit à la présence de Monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tous ceux qui étaient là-bas. Donc, il l'a dit, il a insisté là-dessus, et il a pris le ministre à témoin. Et le ministre m'a réitéré la même chose. Tu as entendu? Donc, le quartier reste consigné. J'ai dit, c'est bien pris. On est resté, après je suis sorti avec le ministre, on est parti dans le bureau du ministre. Parce que nous, on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus, même si on veut rendre visite au président, on venait, les autres chefs d'état-major peuvent témoigner, et d'autres aussi, on venait toujours vers le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus aussi, on passait par le ministre de la Défense. Donc, c'est resté en mémoire. Après, ils ont voyagé sur l'Abbé. Donc, dans les radios, dans les journaux, dans les réseaux, tout le monde entendait les murmures, les informations sur l'organisation de l'opposition. Mais monsieur le ministre, comme vous avez dit, monsieur le président, comme on est venu pour manifester la vérité, rien que la vérité, moi, personnellement, parce qu'il faut parler de soi-même, je n'étais pas convaincu que ce meeting allait avoir lieu. Pourquoi? Parce que les leaders politiques étaient tout le temps avec le président. Des fois même quand nous, on venait, quand on vient à la présidence, on a un compte à rendre, on vient avec le ministre de la Défense, le ministre rentrait et nous, on restait à la porte. On apprenait qu'il est avec tel leader ou tel leader. Donc, il n'y a pas ce leader qui ne passait pas à la présidence. Pour nous, les relations qui existent entre lui et ses opposants, c'est un monsieur qui pouvait, le président pouvait les convaincre pour surseoir à ce problème de meeting. Donc c'est pourquoi on n'était pas trop sûr. C'est ainsi que la veille, le 26, j'ai passé le communiqué à tous les chefs d'état-major, aux commandants des grandes unités. Quand je parle des grandes unités, c'est le bataillon du Génie, le bataillon de Kamayenne, le camp Samori, le camp Alpha Yaya, plus les chefs d'état-major, le directeur national de la police et le directeur national de la douane, de se retrouver au camp Alpha Yaya parce que j'ai un message à passer. Donc les gens sont venus. Effectivement, c'était à 10 heures
qu'on s'est retrouvés, j'ai passé le message. Le quartier reste consigné. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue. Si le meeting a lieu, seule la police et la gendarmerie sont habilités pour le maintien d'ordre. Tout le reste, quartier consigné, les armes au faisceau. Et vous me rendez compte. Je les ai laissés aussitôt d'aller dans leurs unités et faire le rassemblement général, passer le message aux militaires et me rendre compte. Moi, j'ai replié. Ce retrouvail n'a même pas fait plus de 10 minutes. À peu près 15 comme ça, 20 minutes. Hein. J'ai laissé tout le monde partir. Et effectivement, arrivés dans leurs unités, ils ont appelé le rassemblement et ils ont passé le message et on m'a appelé pour me dire que le message est passé. Donc, il y a des unités qui ont consigné même ce jour. Les militaires ont passé la nuit là-bas. Ils ont dit que personne ne rentre à la maison. On peut vérifier. Ces personnes qui commandaient ces unités, ils sont vivants encore. Ils m'ont passé le message qu'ils ont fait le rassemblement, que les armes sont au faisceau. J'ai dit d'accord. Donc ce jour, le 28 septembre, moi, dès 7 heures, j'étais au bureau, au camp Samori. J'ai passé toute la journée là-bas, au camp Samori. Et là aussi, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux les armes au faisceau et quartier consigné. Donc, il y avait un petit radio qui était à côté, qui émettait les informations qui se passaient au stade. Donc, c'est à la radio, j'ai suivi beaucoup de choses. Entre-temps, entre 10h, 11h comme ça, je reçois l'appel de la dame, une Française, qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge, elle est là pour former la Croix-Rouge guinéenne. Elle me dit, je suis au stade, on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit, on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidiez à avoir des ambulances. J'ai dit, attendez, je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la Défense, Yabi. Quand il l'a eu au téléphone, j'ai dit, où vous êtes? Il dit qu'il est en route, il va dans son chantier à Koya. J'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Je ne s'en va pas au stade. Aide-nous à avoir des ambulances. J'ai dit, on m'a appelé à partir du stade. La Française qui gère la Croix-Rouge a besoin des ambulances. Moi, elle m'a demandé, mais moi, je ne peux pas trouver les ambulances. C'est pourquoi je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire, il dit, toutes les ambulances de l'armée sont en panne, c'est sur cale. Et c'était vrai, parce qu'on a hérité des matériels défectueux après l'ensemble continu. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, attends, je te reviens, je vais voir au niveau des hôpitaux. Il dit, je t'appelle après. Il a rapproché. Bon, je suis resté.
C'est après, il m'a appelé, il dit, bon, j'ai appelé la dame, la directrice de l'hôpital Donka. Elle me dit aussi qu'ils ont une seule ambulance, que derrière l'ambulance là, qu'on l'a appelée, comme on appelle là, au stade, qu'elle a mis l'ambulance aussi qui va chercher les blessés et emmener. J'ai dit, ah, j'ai dit, et les autres? Il dit, bon, il dit, voilà, je vais voir. Il dit, je vais voir. Donc, on est resté sur ça. Après, la dame m'a appelé encore. J'ai dit, ah, vous avez trouvé des ambulances parce que le ministre me dit qu'il y a une ambulance de Donka qu'elle a envoyée, que l'hôpital a envoyée. Il dit, oui, ça fait 2 ambulances, mais c'est insuffisant. C'est ainsi, elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des camions? C'est pourquoi ce serait très, très, très important d'avoir cette dame-là. Elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, vous voulez combien de camions? Elle dit, ah, elle dit, même s'il y a 1 ou 2, j'ai dit, ça vous suffit? Elle dit, bon, de voir s'il y a plus, que je peux envoyer 3 camions. J'ai appelé le commandant du train militaire. Je l'ai ordonné de préparer 3 camions carburés avec les chauffeurs à bord. J'ai dit de désigner un chauffeur comme chef de mission. Ils vont directement au stade, rencontrer la Française, se mettre à sa disposition et m'appeler. Donc quand j'ai dit ça, il a dit d'accord. Il m'a dit, est-ce que je peux mettre la corvée? J'ai dit non, pas de corvée. Les camions sont effectivement partis au stade, sont partis se mettre à la disposition de la Française, la Croix-Rouge. Et elle m'a confirmé que les 3 camions sont arrivés. Donc, c'est ces 3 camions que moi j'ai ordonnés. Mais après, par l'intermédiaire des chauffeurs, la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour dire que s'il peut augmenter un camion, ils ont envoyé le camion, mais on ne m'a pas dit directement. Donc il y avait 4 camions. Les 4 camions sont partis au stade. Les 4 camions, ils ont embarqué des corps dedans. Après avoir ramassé les corps, parce que après avoir ramassé les corps, la dame a dit d'envoyer les corps à la morgue. Les chauffeurs ont démarré pour la morgue d'Ignasdine. Quand ils sont partis à Ignasdine, ils n'ont trouvé à la morgue, ils n'ont pas trouvé de responsable à qui déposer. Ils ne pouvaient pas décharger les corps là-bas. Ils ont trouvé les gens qui travaillent là-bas, et ceux qui s'occupent des corps, laver, machin, préparer les corps. Et ils ont dit, on ne peut pas recevoir les corps là comme ça. Il dit, le chef n'est pas là, mais on va préparer la salle. On va préparer parce qu'il y avait d'autres corps, c'est qu'on m'a dit. S'il y avait d'autres corps là-bas, les malades qui sont décédés à l'hôpital et d'autres, les parents à la maison, ils vont déposer les corps. Donc, il fallait préparer. Il fallait préparer la morgue pour recevoir ces corps. Donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas.